Salut à tous! Aujourd'hui on va évoquer l'un des aspects certainement les plus concrets de la construction européenne, quelque chose qu'on utilise tous les jours, qu'on a dans nos poches, l'euro. L'euro est en 2018 la monnaie unique de 19 des 28, bientôt 27 États membres de l'Union européenne. C'est la deuxième monnaie du monde en matière de transactions, devant le yuan chinois, derrière le dollar américain. C'est la première monnaie en circulation en termes de quantité de billets dans le monde. Pour autant, on peut affirmer que l'euro reste une monnaie inachevée. Une vingtaine d'années après sa conception, l'architecture de la zone euro reste incomplète et sa finalisation constituera l'un des chantiers essentiels dans les prochains mois et les prochaines années. Comment? On va vous l'expliquer tout de suite. Si l'idée d'une monnaie unique apparaît dès les années 1960, c'est le traité de Maastricht de 1992 qui marque dans les textes fondateurs la création de l'euro. Cette monnaie est gouvernée par une seule et unique institution, la Banque Centrale Européenne, qui a son siège à Francfort en Allemagne. Indépendante dans son action du pouvoir politique, la BCE tire son mandat des traités européens. Elle a pour mission première de veiller à la stabilité des prix. Elle apporte également son soutien aux politiques économiques. Si la souveraineté monétaire est désormais partagée, tous les États membres de la zone euro ont voix au chapitre, il n'y a bien plus qu'une seule politique monétaire, de type fédéral, pour tous les États ayant l'euro pour monnaie. En revanche, les politiques budgétaires, c'est-à-dire celles qui s'appuient sur les budgets étatiques, continuent d'être du ressort des États membres. Tout en partageant la même monnaie, certains États membres pourraient tout à fait emprunter une politique de large investissement public, tandis que d'autres préféreraient une politique de rigueur budgétaire. Des États membres peuvent également décider de s'endetter de manière très importante, tandis que d'autres feraient le choix de l'équilibre budgétaire. Ces politiques budgétaires autonomes peuvent potentiellement affecter l'ensemble de la zone euro. Ce fut le cas par exemple lorsque le risque d'un défaut, c'est-à-dire d'une incapacité de remboursement des dettes, s'est présenté en 2011-2012 pour certains États d'Europe du Sud, menaçant la zone euro tout entière. Pour pallier cet écart entre une politique monétaire de type fédéral et des politiques budgétaires nationales, des mesures de coordination ont été mises en place. L'une de ces mesures est très connue, ce sont les fameux critères de Maastricht. Le premier est celui d'un déficit limité à 3% du produit intérieur brut, le second d'une dette publique limitée à 60% de ce même produit intérieur brut. Mais en réalité, il en existe beaucoup d'autres. Dans le cadre de l'Union européenne, ou seulement à 19 au sein de la zone euro, dans le cadre d'un traité intergouvernemental en dehors du cadre de l'Union européenne, ou parfois avec l'appui du Fonds monétaire international. Ainsi sont nés progressivement le pacte de stabilité et de croissance et les grandes orientations de politiques économiques. Puis, après 2008, le semestre européen, le mécanisme européen de stabilité, le traité européen sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, le six-pack, le two-pack, le pacte euro plus, etc. Tous ces différents textes, structures, institutions visent à rapprocher les politiques économiques des différents États membres et à faire respecter une exigence de bonne gestion afin de ne pas mettre en danger l'euro. Mais ces tentatives ont de très nombreux défauts. Elles reposent sur la seule bonne volonté des États membres. Ce sont eux qui auront à soutenir ou non d'éventuelles sanctions contre des partenaires qui ne respecteraient pas les principes définis en commun. Dans les faits, les États ont toujours à l'esprit que si un jour ils votent des amendes contre un autre État, celui-ci s'en souviendra à la prochaine difficulté. Les politiques économiques continuent donc à être extrêmement disparates, les recommandations sont peu suivies et la convergence entre les économies les plus en forme et les moins en forme reste trop limitée. Ces structures, à force de prôner le sérieux budgétaire, finissent également par limiter les investissements publics qui sont pourtant essentiels à l'heure de la transition énergétique et de mutation technologique plus rapide que jamais. Enfin, toutes ces structures sont encore moins connues du grand public que les institutions de l'Union européenne elles-mêmes. Elles ne font pas l'objet d'un contrôle parlementaire, soit des parlements nationaux, soit du Parlement européen. Dès lors, il y a du pain sur la planche. De nombreuses propositions ont été émises pour améliorer la coordination des politiques économiques. Si dans ce que l'on appelle une union économique et monétaire, il est nécessaire de coordonner les politiques économiques de ses membres, chacun d'eux disposera donc d'une marge de manœuvre et d'une autonomie plus limitée sans la perdre totalement. Il faut donc adapter le débat démocratique, pour l'instant quasi exclusivement cantonné au niveau national. L'élection d'un parlement de la zone euro ou d'un parlement européen en formation zone euro pourrait être l'occasion de ce grand débat démocratique. C'est cette institution qui contrôlerait, avec les États membres, un ministre européen des Finances chargé de définir des priorités communes à l'ensemble des politiques économiques nationales. Un budget de la zone euro pourrait également être créé, soit pour financer des investissements communs, soit pour accélérer la convergence des économies.
Voilà, c'était un très bref aperçu des principaux enjeux autour des futures réformes de la zone euro. Ce sont évidemment des sujets assez complexes, mais ils feront l'objet de débats extrêmement importants au cours des prochains mois. On sera là pour vous les faire vivre. D'ici là, n'hésitez pas à commenter la vidéo, on répond à chaque fois, à liker, à partager et à vous abonner. A bientôt. À bientôt.